Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons aborder la notion de célérité et de double périodicité d'une onde sonore et ultrasonore. Avant de commencer, je me permets de vous rappeler qu'une onde sonore, enfin qu'un son audible est caractérisé par une fréquence comprise entre 20 et 20 000 Hz. Un infrason, lui, est caractérisé par une fréquence inférieure à 20 Hz et un ultrason est caractérisé par une fréquence supérieure à 20 000 Hz. Infrason et ultrason étant inaudibles pour l'oreille humaine. Alors, commençons par une question. Comment le physicien peut-il interpréter, peut-il modéliser un son? Pour répondre à cette question, je vous propose d'utiliser un simulateur. Sur ce simulateur, une cloche a été mise en vibration. Si on fait un petit zoom à la surface de la cloche, c'est comme si les vibrations de cette cloche mettaient en mouvement les molécules qui constituent l'air, qui se mettent à bouger de proche en proche. Elles subissent, ces molécules d'air, des successions de compression et de dilatation avant de retrouver leur position initiale. Ces successions de compression et dilatation donc, se propagent sur les molécules voisines de proche en proche jusqu'à atteindre le cerveau de l'auditeur. Alors si on fait un zoom encore plus proche de ces molécules d'air ici qui sont représentées par des sphères bleues, on constate effectivement que ces molécules se mettent en mouvement et reviennent à leur position initiale une fois la perturbation passée. Alors, cette propagation, cette perturbation peut être aussi comparée à une autre forme de propagation. Dans cette vidéo, nous avons pris un ressort que nous avons placé sur une table et nous l'avons étiré. Sur l'une des spires, nous avons associé ici un petit repère, un repère jaune que nous avons fait coïncider avec un repère rouge qui se trouvait sur la table sur laquelle nous avons placé ce ressort. L'idée est la suivante, nous avons comprimé quelques spires sur la partie gauche de la vidéo ici, et on a relâché ces spires. C'est ainsi que ces spires ont été comprimées, puis dilatées, et de proche en proche, cette perturbation s'est propagée le long des spires voisines. Et on va regarder si le petit repère jaune revient à sa position initiale, c'est-à-dire celle qui coïncide avec le repère rouge. Donc ici, le repère jaune coïncide de nouveau avec le repère rouge, ce qui nous fait dire en fait qu'il n'y a pas eu de transport de matière. Certes, la perturbation a bel et bien déplacé à un moment donné l'objet, ici la spire, comme les molécules qui constituent l'air dans le simulateur précédent, mais une fois la perturbation passée, cet ensemble reprend sa position initiale. Donc on dirait qu'il n'y a pas de transport de matière, hein, c'est dans ce sens-là qu'il n'y a pas de transport de matière, plus précisément. Alors qu'est-ce qu'on va retenir de tout cela? Eh bien, pour le physicien, il va dire que le son peut être interprété, modélisé par une perturbation qui se déplace. Dans le cas du ressort, par exemple, cette perturbation s'est déplacée horizontalement, d'accord, comme la direction de la table, et cette propagation s'est déplacée aussi horizontalement, d'accord. Les compressions et dilatations étaient horizontales, c'était pas perpendiculaire par rapport à la table, et les spires ont vécu cette perturbation de proche en proche dans une direction qui était elle aussi horizontale. En termes de vocabulaire, le physicien parlera d'onde pour une perturbation qui se propage, et comme la direction de la perturbation d'une part et de sa propagation d'autre part sont dans la même direction, on parlera d'une onde longitudinale. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on a affaire à une onde mécanique, car cette onde nécessite un milieu pour se propager. Cette expérience du son, par exemple dans le vide, ne pourrait pas avoir lieu puisqu'il n'y a pas de molécules qui pourraient être mises en mouvement. On parlera donc d'une onde mécanique progressive, parce qu'elle se déplace dans l'espace, et puis si on génère un son avec une régularité, on parlera d'une onde mécanique progressive périodique, c'est ce qu'on va voir dans la diapositive suivante, et donc longitudinale, comme je l'ai expliqué précédemment. Caractéristique importante, pas de transport de matière au sens, tout cela revient à sa position initiale. Alors, la vitesse à laquelle se propage cette perturbation s'appelle célérité. Donc c'est le terme qu'on emploie pour caractériser la vitesse d'une onde. Pour un son comme pour un ultrason, la célérité vaut environ 340 mètres par seconde. Mais attention, cette valeur est bel et bien une sorte d'approximation puisqu'elle dépend d'une part du milieu traversé par l'onde sonore ou ultrasonore, ainsi que la température de ce milieu. Donc cette valeur va fluctuer, va varier. Alors abordons l'autre partie du titre de la vidéo, la fameuse double périodicité, et commençons par la périodicité dite spatiale. Une fois de plus, prenons un simulateur pour fixer les idées. On a ici un petit piston qui va mettre en mouvement, qui va se déplacer de gauche à droite, et qui va mettre en mouvement des molécules d'air par exemple.
Qu'est-ce qu'on va observer? Eh bien, les molécules, si on repère par exemple une petite molécule par une petite pastille rouge, eh bien cette molécule va reprendre sa position initiale après avoir vécu une compression, une dilatation et retour à sa position initiale. Qu'est-ce qui se passe si on se balade dans l'espace avec une règle, par exemple? Eh bien, si on mesure la distance entre deux compressions successives, on verra que cette distance, on la retrouve régulièrement dans l'espace. On parlera donc d'une périodicité spatiale pour le mot dans l'espace. Alors, cette périodicité spatiale, elle a porté un nom particulier. On va l'appeler longueur d'onde. Après tout, c'est bien la distance, c'est bien une longueur qui va caractériser l'onde qui se propage. Si l'écart entre deux sommets est très grand ou très petit, on aura donc des ondes avec des caractéristiques différentes en termes de valeurs chiffrées. Alors, l'autre caractéristique, donc la longueur d'onde notée par la lettre grecque lambda, l'autre caractéristique, ça va être la périodicité temporelle. Donc là, c'est un petit peu plus délicat pour s'approprier cette notion. On va juste être plus attentif. Tout à l'heure, on se baladait entre guillemets un petit peu dans l'espace avec une règle pour mesurer la distance entre deux compressions, deux crêtes de signal. Donc ici, c'est ce que représentait la courbe qui était dessous. Donc quand il y avait une compression, c'était une amplitude maximale. Quand il y avait une dilatation, c'était une amplitude maximale mais négative. Et quand on avait donc une molécule qui reprenait sa position initiale, eh bien donc on avait ici 0 en termes d'amplitude. Cette fois, l'idée pour mesurer la périodicité temporelle est la suivante. On se place dans l'espace et on ne bouge plus. On a comme si on avait un repère dans la main, et une fois qu'on a par exemple une compression qui passe devant nous, on déclenche un chronomètre. Et dès que la compression suivante arrive de nouveau face au repère, on arrête le chronomètre. Alors, pour fixer les idées, j'essaie de changer un petit peu le décor pour mettre d'une part le simulateur que vous voyez actuellement à l'écran, et d'autre part le chronomètre. Donc, on est prêt à déclencher le chronomètre, la compression passe devant le repère, on lance le chronomètre, la compression suivante passe de nouveau vers le repère, on arrête le chronomètre. Qu'est-ce que cela veut dire? Toutes les 4 secondes, si on ne bouge pas, on verra passer devant nous, entre guillemets, une amplitude maximale, une compression. Et pendant ce temps, quelle est la distance parcourue par la perturbation? Eh bien, c'est la longueur d'onde. Il y a forcément un lien entre le temps qui s'est écoulé, quand on n'a pas bougé de place, et la longueur d'onde, c'est-à-dire la distance parcourue par l'onde pendant une durée grand T. Alors, je pense que vous en doutez, le lien entre une distance et un temps, c'est une vitesse. Bien évidemment, on va retrouver une formule qui nous est familière, puisque la célérité, la vitesse, correspond au rapport d'une distance sur un temps, à savoir, quand l'onde parcourt la longueur d'onde, la période spatiale, il s'est écoulé une période temporelle. Donc, quand la distance parcourue vaut lambda, pendant un laps de temps grand T, le rapport des deux, grandeur, ici, nous donne la célérité de l'onde. Voilà pour ce premier décor qui va nous permettre déjà d'aborder différentes activités. J'espère que ces notions vous sont claires et je vous dis à bientôt.